On me dit d'y aller, donc c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce sixième atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. C'est donc le premier de cette rentrée 2021. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'appel sur un lien qui sera disponible dans la conversation. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, il est toujours temps de le signer, à l'instar de plus d'un millier maintenant de Ligériens. Donc, je me présente, je suis William Aucan, je suis architecte urbaniste à Nantes. Et si je m'invite ici ce soir dans vos quotidiens à 19 heures, ce n'est pas pour vous parler qu'on a redécouvert des matériaux biosourcés ou alors encore du dernier projet urbain sur lequel j'ai travaillé, mais c'est bien en tant que l'un des membres des 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat, fonction que j'assume depuis octobre 2019, que je pensais pouvoir me défaire à la remise de notre rapport en juin dernier, mais qui nécessite encore toujours de ma part, enfin même de notre part, à plus de 150 citoyens, une certaine implication dans la transmission et la défense de l'intégrité de 146 mesures. Ce soir, donc, vous l'aurez compris, nous aborderons la question du climat, la bataille du climat à l'échelle locale, pour être plus précis. À la Convention citoyenne, nous avons transmis à l'exécutif tout un système de mesures interconnectées qui vise à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. L'idée est d'atteindre nationalement une neutralité carbone en 2050. Et bien que le cadre, disons, de ces mesures aide à la décision de la politique nationale via des volets à la fois incitatifs, fiscaux, budgétaires ou réglementaires, on sait que la concrétisation, je sais que la concrétisation passe beaucoup par les régions. Et nous avons compris pendant la Convention que la bataille du climat, comme on l'a teasé sur les réseaux sociaux, pouvait se jouer au plus près des citoyens, aux échelles et aux actions qui ont attrait au quotidien des habitants. Nous avons entre autres voulu favoriser les circuits courts, limiter le suremballage, développer des filières de réparation ou même des pratiques agroécologiques pour l'agriculture, engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses, créer des conditions d'un retour fort à l'usage du train, lutter contre l'artificialisation des sols, etc., etc. Je ne vais pas vous faire ces 146 mesures, mais autant de domaines qui peuvent relever de la compétence de la région et qui m'engagent aujourd'hui à accompagner à cette échelle auprès d'hommes, auprès de femmes, pardon, et d'hommes qui souhaitent un avenir à notre planète, à leurs enfants. Donc, le rôle qui m'a été confié ce soir est d'animer cet atelier sur cette thématique du climat. J'aurai le plaisir de distribuer la parole et de garantir, je l'espère, un débat constructif, mais je pense, vu la qualité des invités que nous avons ce soir, que ce sera un débat passionnant. L'objectif de cet atelier sera de partager nos expériences, des possibles solutions, des points de vue et au final de confronter nos idées avec aussi les personnes qui, en interagissant dans le chat Facebook et dans le chat Zoom, pour dégager des pistes de propositions sur ce thème finalement de la démocratie participative dans le cadre des élections régionales de 2021. Donc, une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'une demi-heure pour que chacun et chacune puisse prendre la parole sur Zoom. Je ferai en sorte de respecter une parité. Là aussi, je ne me priverai pas non plus de couper la parole si les interventions sont trop longues. Alors, soyez brefs, je vous le conseille. Allez droit au but pour transmettre votre message. Nous finirons vers 19h45, donc ça nous laisse une quarantaine de minutes. On peut déborder un petit peu, ça dépendra des emplois du temps. Si vous avez des questions relatives au sujet, donc envoyez-les nous soit en commentaire du Facebook Live, soit en commentaire de l'onglet Conversation sur Zoom. Donc ce soir, nous essayerons de trouver quelques réponses sur quelles actions régionales et locales pour accélérer la transition énergétique et anticiper les changements climatiques. Avec nous donc ce soir 3 grands témoins. Julie Laernos, bonsoir à vous.
Vous êtes deuxième adjointe à la maire de Nantes, en charge de la prospective et de la résilience. Vous êtes également vice-présidente de Nantes Métropole, alors attention, chargée du climat, des transitions énergétiques, de la transition alimentaire, de l'agriculture, de la résilience et plus récemment, vous m'avez dit, des mutations économiques. Nous avons échangé quelques mots tout à l'heure et vous m'avez dit que votre premier choc climat était finalement la rencontre avec Séverine Kulis-Suzuki, c'est-à-dire, vous m'avez précisé que c'était la Greta Thunberg des années 90, qui, par ses mots et ses actions, a contribué à ce que l'humanité puisse refermer ensemble le trou qu'il y avait dans la couche d'ozone. Donc, quand on veut, on peut. Ça prouve ça. Nous allons donc invoquer dans cet atelier votre précieuse expertise d'élu de terrain sur des questions d'aménagement du territoire et de l'adaptation des villes aux défis du réchauffement climatique. Enfin, je précise que nous avons tous les deux d'ores et déjà signé l'appel pour la région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Célia Gauthier, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes responsable climat-énergie à la Fondation Nicolas Hulot, où vous travaillez depuis Nantes. Vous vous intéressez aux politiques climatiques et énergétiques de la France, mais aussi celles des territoires. Vous m'avez dit avoir été sensibilisé au climat par les déceptions vis-à-vis d'échecs en matière de politique climatique internationale, notamment celle de la conférence de Copenhague. Vous vous occupez actuellement du suivi du projet loi climat, qui concerne aussi un petit peu. Vous suivez également de très près la rénovation thermique des bâtiments. Et enfin, vous avez formulé des propositions de financement d'actions des collectivités territoriales dans le cadre du plan de relance. Enfin, bonsoir à vous, Raphaël Traîneau. Vous êtes ingénieur généraliste, passionné par l'énergie et l'innovation sociale. Vous accompagnez des collectifs de citoyens locaux du Maine-et-Loire dans le développement et le financement de projets d'énergie renouvelable. Vous vous exprimez ce soir en tant que chef de projet de la structure Énergie Partagée, un mouvement non partisan qui permet l'appropriation par les citoyens des sujets énergie et climat. Vous tenez votre engagement en faveur du climat de par la formation d'ingénieur que vous avez reçue. Vous témoignerez d'un point de vue extérieur de votre modèle de financement issu d'énergie partagée qui organise, on va dire au mieux, l'investissement public ou citoyen vers des énergies renouvelables. L'objectif de notre échange, je le rappelle, pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir tous ensemble sur la manière dont notre région, dans ces domaines de compétences, peut avoir un rôle moteur dans la mise en œuvre de la politique climatique. Alors, je laisse la parole à Julie Leranos pour commencer. Il faut que j'active mon micro. D'abord, merci William pour cette présentation extensive. Effectivement, quand j'avais 10 ans, Séverine Suzuki en avait 12 et interpellait tous les grands chefs d'État au sommet de la Terre de Rio. Et c'était pour moi le démarrage quelque part de mon combat pour le climat que, à cette époque, était encore assez méconnu. Alors, comment je l'ai concrétisé ? Je l'ai concrétisé en action, en ayant une action locale parce que j'ai besoin d'agir par rapport au climat. Je l'ai fait, donc je suis vice-présidente au climat et à la transition énergétique depuis 2014 où on a mis en place un certain nombre de choses. Et je pense que pour la région, il y a des leviers qui sont assez cruciaux pour atteindre et gagner cette bataille contre le climat. Il y a les différents territoires qui la composent, les métropoles, ce qu'on peut faire. Les objectifs, tu les as rappelés au niveau national, ils doivent se décliner de la même manière à chaque échelon, que ce soit l'échelon régional ou à l'échelon des villes et des intercommunalités. C'est d'abord la réduction dans une ville comme Nantes ou dans une métropole comme Nantes Métropole. C'est le premier levier de transition énergétique pour atteindre les objectifs, donc bien de 100% d'énergie renouvelable en 2050 et de zéro émission de gaz à effet, en tout cas zéro carbone en 2050. C'est de diminuer notre consommation d'énergie.
Alors, ça passe par un plan massif sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments et des logements. Pour ça, on a besoin de moyens, de leviers, une stabilité aussi des aides. La région a diminué sous la mandature précédente de manière drastique les aides à la rénovation du logement. Et je pense que c'est là un levier de transition énergétique qui est assez majeur. C'est aussi la question des transports et notamment réhabiliter les lignes de train, de TER, créer un réel TER du quotidien pour faciliter le quotidien et pour qu'on puisse se passer de la voiture seule. À la ville de Nantes, on a des objectifs sur notamment la ville du quart d'heure, l'amélioration et l'explosion des circulations douces, donc vélos et piétons, et des transports en commun qui sont mis à mal notamment par la crise du Covid. Et puis, je pense que la crise actuelle dans laquelle nous sommes, on a fait une enquête au niveau de la métropole sur l'appréhension justement des choses, puisqu'on est à l'aune d'une crise économique et sociale aussi, en plus que climatique, c'est que le climat n'a pas du tout baissé dans les perceptions et que plein de personnes, dans les enquêtes qu'on a pu mener, ont envie de changer et ont déjà changé à travers la crise, notamment en termes de consommation. Donc, c'est la relocalisation aussi de la production et de la consommation, notamment alimentaire et agricole. Mais on a pu voir que des habitants, qui soient en centre-ville, en première couronne ou en deuxième couronne, avaient aussi envie de changer de pratique en termes de mobilité, donc aussi de délaisser la voiture au profit d'autres. Et puis s'interroger sur notre consommation. Il y a eu pas mal de débats sur Amazon, pas Amazon, la manière dont on consomme et donc la logistique urbaine aussi qui va avec, comment on conçoit les villes de manière différente, de quelle activité économique nous aurons besoin demain. Et c'est aussi le sens de ma nouvelle délégation sur les mutations économiques. Quand on parle de rénovation, on a besoin de créer une filière qui puisse rénover en se basant sur des matériaux locaux, des éco-matériaux. Et cette filière-là est à créer aussi sur nos territoires pourvoyeurs d'emplois directs et locaux. Ensuite, tu l'as dit, le réchauffement climatique, même s'il faut gagner cette bataille pour le climat, on ne la stoppera pas. On a déjà une augmentation de la température et donc il faut adapter notre territoire aussi aux changements qui arrivent. Donc c'est d'une part lutter contre les événements extrêmes. Il y a une dizaine d'années, il y avait la tempête Xynthia qui avait ravagé une partie aussi de notre territoire. Comment on en tire les enseignements pour protéger nos activités et protéger les hommes et les femmes qui y vivent au quotidien. Mais il y a aussi comment on s'adapte structurellement à un climat plus chaud. Là aussi, il y a un chantier immense devant nous pour qu'on ait un toit, mais qu'on ait accès à de l'eau potable. Par exemple, je vous donne un exemple. On est pourtant un territoire d'eau. Pour les Nantais, puis on exporte de l'eau potable, on l'exporte, mais on puise notre eau potable dans la Loire. Et cet été, pour la première fois, la hausse des températures a fait que le niveau de la Loire était extrêmement bas et on a frôlé les restrictions d'eau qui ne manqueront pas d'arriver. Mais on peut prendre un autre élément parce que paradoxalement, il fait plus sec l'été, mais on a aussi une montée des niveaux d'eau. On se rend compte que tous nos réseaux d'assainissement vont se trouver un peu les pieds dans l'eau, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas habilités pour ça. Et donc, c'est vraiment tout le système urbain qu'il faut repenser. Et puis, on a beaucoup modifié les cours d'eau. Et donc, la première chose qui se passe s'il y a une panne électrique sur le territoire de la métropole, c'est qu'elle se trouvera complètement sous l'eau puisqu'on a des pompes partout qui pompent l'eau et qui la rejettent ailleurs. Mais c'est aussi comment, toutes ces questions-là sont assez prégnantes sur la manière dont on s'organise. Et puis la crise du Covid nous tire. Il y a aussi un enseignement, c'est qu'on est extrêmement dépendant de l'importation pour se nourrir, tout simplement. Si la crise avait été plus sévère et que les transports de marchandises n'auraient été plus possibles, on aurait été là aussi au devant d'une autre crise. Et donc, d'un point de vue du maintien de l'agriculture et d'exploitants et d'une agriculture durable sur notre territoire, il y a un chantier, il y a des compétences et des leviers majeurs au niveau de la région. Donc, c'est là aussi. Et puis, comme tu l'as rappelé, je suis adjointe à la résilience et la résilience, ça commence à être mieux compris, mais c'est pas seulement l'adaptation de nos systèmes urbains ou périurbains
aux différents chocs qu'on va vivre, mais c'est aussi la résilience sociale, parce qu'on voit bien que pour s'adapter aux chocs, on a besoin de plus de liens entre nous, ce qui est compliqué avec la distanciation sociale en ce moment. Mais je vous donne un exemple qui me paraît extrêmement parlant. Au moment de Fukushima au Japon, entre les villages où il y avait plus de liens sociaux, il y a eu moins de morts parce que les plus forts sont allés chercher les plus faibles. Et donc, on voit bien là aussi que ça peut se chiffrer directement. Le lien social qu'on met parfois un peu de côté, il est primordial pour gagner cette bataille pour le climat. Et puis, on aura dans les autres témoignages, en tout cas la volonté affichée, on a besoin de chacun d'entre nous pour gagner cette bataille, pas juste par des éco-gestes que chacun peut faire en soi, mais aussi sur le sens donné à l'activité salariée ou économique qu'on a sur notre territoire. Et puis, pour s'entraider aussi les uns et les autres, puisque dans les changements climatiques structurels, sans parler de la biodiversité, mais on voit bien que sur l'agriculture notamment, ça a un impact majeur. Si vous parlez avec les viticulteurs de la région, ils travaillent déjà sur d'autres cépages, mais plus d'événements pluvieux et plus de sécheresse l'été fait que forcément, ça a un impact sur l'activité de manière globale. Voilà, je crois que je n'ai pas trop dépassé les 5 minutes pour essayer de brosser en gros les enjeux vraiment majeurs, les leviers majeurs qu'on a à la région dans les documents structurants d'aménagement du territoire, sur les transports du quotidien, sur la rénovation et aussi sur l'activité économique et l'agriculture qui me semble vraiment au cœur de la bataille pour le climat. Merci beaucoup, Julie, pour tes paroles. Plus de liens entre nous, ça c'est un beau message pour l'essor de la région. Je voudrais passer maintenant la parole à Célia, qui m'a même dit qu'elle allait pouvoir faire la transition entre vous deux. Donc, j'attends avec impatience de pouvoir écouter. Merci beaucoup, merci pour cette occasion de dialoguer tous ensemble. Alors, j'ai une connexion qui coupe un petit peu. J'espère que ça va bien fonctionner pendant toute la durée de mon intervention. Donc, très clairement, la prochaine équipe qui sera élue au Conseil régional va devoir opérer un sursaut parce qu'en Pays de la Loire, les retards s'accumulent. Et notre capacité à faire face aux crises futures dans la région est de plus en plus compromise. On a quand même une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui ne va pas assez vite. Bon, ça, c'est valable pour l'ensemble de la France puisque les émissions baissent 2 fois trop lentement en France par rapport à ce qui est prévu dans les textes français. On a une consommation d'énergie en Pays de la Loire qui reste stable alors qu'elle devrait baisser. On a également, Julie l'a dit, une adaptation de notre territoire aux impacts présents et futurs du changement climatique qui est encore très balbutiante, voire quasi inexistante, pour forcer le trait. Et on a une artificialisation des sols qui se poursuit à un rythme inquiétant, alors qu'on a besoin de ces sols pour produire notre alimentation, absorber les fortes pluies et donc accroître notre résilience face aux aléas climatiques et pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre via les puits de carbone. Donc, Julie l'a dit, la région ne sera pas épargnée, elle est même particulièrement vulnérable parce que c'est une région agricole, donc il y a une sensibilité de l'agriculture et aussi des réserves de biodiversité en zone humide à la baisse des précipitations et aux fortes chaleurs. Il y a également une sensibilité du littoral, c'est assez évident, mais ça a quand même une implication grave sur les milieux naturels qui risquent de disparaître de manière irréversible, par exemple dans les marais, ce sont des milieux exceptionnels. Et clairement, les schémas régionaux, et en particulier le SRADET, qui ont donc les sortes de plans climat de la région en cours de finalisation, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc il y a un besoin urgent de sursaut pour intégrer la préoccupation climatique dans toutes les politiques régionales, que ce soit les politiques sociales, économiques, d'emploi, énergétiques, de formation professionnelle, etc. Donc, rappelons que la loi a fait des régions vraiment les chefs de file de l'action climat à l'échelle de leur territoire, donc à la fois en termes d'acteurs sur des secteurs clés et de financeurs, mais aussi de coordinateurs, d'orchestre, de chefs d'orchestre pour opérer l'action climatique au niveau du territoire. Il y a d'abord les compétences qui sont directement liées à l'application de la stratégie française
de stratégie bas carbone, donc par exemple sur les transports ferroviaires et interurbains, par exemple sur la gestion des bâtiments des lycées, et notamment leur efficacité énergétique, par exemple sur la distribution des aides européennes à l'agriculture. Et puis après, il y a des compétences de la région qui sont un peu plus transversales, mais tout aussi essentielles dans la question climatique, notamment coordonner les différents acteurs du territoire, le développement économique, l'aménagement du territoire et puis la formation professionnelle. Il y a beaucoup de sujets à traiter ici parce que c'est... voilà, compte tenu de ce rôle de chef de file climat de la région. Mais je voudrais m'arrêter sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la Fondation Nicolas Hulot et dont Julie a un petit peu parlé, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, parce qu'elle est au cœur de plusieurs problématiques environnementales, sociales, climatiques et économiques. Soyons clairs, il est impossible d'atteindre la neutralité carbone en France si on ne rénove pas énergétiquement nos bâtiments, les bâtiments existants. Il est également impossible de diviser par 2 nos consommations d'énergie, comme c'est prévu dans les textes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat. Il est également impossible, sans rénover nos logements, si on ne rénove pas nos logements, de sortir durablement les ménages de la pauvreté et de la précarité énergétique. Et enfin, impossible de lutter contre l'artificialisation des sols sans rénover les centres-bourgs, les centres urbains et les rendre plus attractifs. Donc, c'est un enjeu majeur. Pour rappel, l'ensemble du parc national de bâtiments existants doit atteindre le niveau BBC en moyenne en 2050, c'est-à-dire bâtiments basse consommation. Or, ça a été dit par Julie, dans la région Pays de la Loire, il y a eu plutôt un ralentissement des aides en matière de rénovation énergétique et globalement, pas suffisamment n'a été fait pour accélérer le rythme de rénovation des bâtiments. Donc, il va falloir accélérer. Il y a un enjeu autour de la rénovation des bâtiments publics, donc les bâtiments de la région, en particulier des lycées. Et pour ça, un appel aux fonds européens semble essentiel. Il y a un chiffre intéressant, c'est qu'en France, seulement 15,8% des 10 milliards provenant des fonds européens pour les régions ont été tournés vers le climat lors de la période précédente, 2014-2020. Donc, il y a vraiment une possibilité d'amélioration de l'utilisation des fonds européens, par exemple, pour rénover les lycées et les bâtiments publics de la région. Mais je voulais m'arrêter aussi sur la question des logements privés. J'ai parlé de la précarité énergétique, de la précarité sociale en général. Depuis 10 ans, on a une politique en France sur la rénovation énergétique des logements qui est essentiellement incitative, qui est menée par tous les gouvernements successifs et qui n'a produit pas suffisamment de résultats. Dans la région, les chiffres sont assez inquiétants parce que 60% des logements ont une étiquette énergie D, E, F, G. Donc, ce sont des logements très énergivores. Donc, il y a vraiment un enjeu à améliorer les choses. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 12 000 emplois qui pourraient être créés dans la région, rien que dans le secteur du bâtiment, pour rénover ces logements. Donc, à mon sens, il y a un vrai enjeu à accompagner les ménages en situation de précarité énergétique, par exemple en finançant et en augmentant les capacités du service public de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est une compétence de la région qui pourrait aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, en développant ce qu'on appelle le tiers-financement, c'est-à-dire des organismes de financement qui se rémunèrent sur les économies d'énergie réalisées après travaux. Donc, les ménages n'ont pas besoin d'avancer l'argent, mais on peut créer des sociétés d'économie mixte qui se rémunèrent après coup par les économies d'énergie réalisées par les ménages quand les travaux ont été effectués. Il y a aussi un enjeu fondamental à former des artisans, et là aussi, c'est dans les compétences de la région. Donc, il faut investir massivement dans la formation des artisans au Pays de la Loire pour la rénovation des bâtiments. Et enfin, si on prend des compétences plus transversales, il me semble qu'une révision du schéma climat
sur la base donc le SRADET, ce qu'on appelle le SRADET, sur la base d'une méthodologie plus rigoureuse pour en renforcer l'ambition et le rendre compatible avec les objectifs nationaux me semble important. Également, soutenir vraiment une démarche d'ingénierie dans les territoires infra-régionaux pour que les acteurs locaux puissent accroître leur action. Et ça, c'est le rôle de chef d'orchestre de la région. Je m'arrête là, il y a encore plein de choses à dire, mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de poursuivre la discussion, notamment autour des énergies citoyennes, dont je crois Raphaël va vous parler. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai des petits problèmes de son. Merci Célia. Oui, Raphaël, vas-y, tant que tu es prêt. Excuse-moi, William. Ouais, non, merci. Déjà, merci. Très content d'être là et de pouvoir discuter avec vous tous. Merci à toute l'équipe pour l'organisation, en particulier Antoine. Merci William pour l'animation et pour l'introduction. Donc, je me présente, je m'appelle Raphaël Traîneau. Moi, je vais représenter plutôt la partie rurale peut-être ce soir de la région Pays de Loire, parce que je suis à Chemillé. C'est dans les Mauges, donc pour ceux qui ne situent pas, c'est dans le Maine-et-Loire, entre Cholet, un peu au nord de Cholet, entre Cholet et la Loire. Je suis chef de projet chez Énergie Partagée, une structure que je vais vous présenter dans un instant. Juste avant ça, pour faire aussi le lien avec ce qui vient d'être dit par Célia et Julie, je pense qu'elles vont brillamment expliquer comment, pour atteindre les objectifs climatiques, il fallait faire des changements profonds du système et aussi d'usage de l'énergie. Moi, j'essaierai de vous présenter ce soir comment, chez Énergie Partagée, avec ce qu'on appelle les projets citoyens, on essaye de participer à l'appropriation des sujets énergie-climat par les citoyens. Mais juste avant ça, je vais vous proposer de revenir juste un tout petit peu terre à terre avec un tout petit quiz très rapide qui va nous prendre 30 secondes. C'est très rapide et j'ai deux questions pour vous. Si vous voulez, vous qui nous écoutez, vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez juste... merde, ça a coupé chez moi. Est-ce que vous m'entendez toujours? Toujours. Ouais, ok. Je suis désolé parce que j'ai mon Zoom, donc j'ai perdu l'image, mais je vais continuer. Donc, la première question s'adresse parmi ceux qui nous écoutent aux automobilistes, ceux qui utilisent leur voiture tous les jours. Et j'entends par là les voitures à essence ou diesel. Est-ce que vous savez combien coûte un litre de gasoil ou d'essence à 10 ou 15% près? Je ne sais pas si parmi mes confrères panélistes là, qui ont la parole, il y en a qui utilisent leur voiture tous les jours et qui veulent répondre. Parce que je n'ai pas la vue sur le chat. Je suppose qu'en général, quand on pose cette question, les gens sont plutôt au fait, puisqu'ils font le plein assez régulièrement. Alors, je sais absolument pas. Je suis désolé, c'est le fait de se déplacer uniquement en transport en commun et en vélo m'éloigne beaucoup du sujet, mais parce que dans le chat, on est sur un... Tu es un très bon élève, William. Bon, alors pour information, ça coûte environ 1,30 € le litre de diesel. Et ma deuxième question, elle s'adresse cette fois-ci pas aux automobilistes, mais à tous ceux qui utilisent l'électricité parmi vous. Et je pense que vous en faites tous partie puisque vous êtes connectés ce soir. Savez-vous combien coûte un kilowattheure d'électricité? Et là, pareil, tu peux pas t'échapper, William. C'est une colle, ouais. 17 centimes. Comment? Ouais, alors on a une réponse pas très loin. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a donné, mais on n'est pas loin de la vérité. De toute manière, ça dépend des fournisseurs. Mais en effet, quand on pose, je vous ai posé ces deux questions-là parce que très souvent, quand on les pose, en fait, vous n'êtes pas très représentatif, mais les gens savent très bien répondre à la première question, qui est le coût de l'essence, mais ils ne savent pas bien du tout répondre au coût de l'électricité, alors que c'est une énergie qu'ils utilisent toute la journée. Je voulais juste faire ce petit aparté en début pour illustrer le fait qu'on se rend compte que de manière générale, le grand public est assez peu sensible aux questions d'électricité, où est-ce qu'elle est produite, comment elle est produite, et de manière générale, assez peu sensible au sujet de l'énergie, et ça reste assez obscur pour beaucoup de citoyens, et en particulier, et aussi dans les Pays de Loire, je suppose. Revenons à Énergie Partagée. Comme je vous l'ai dit, donc, je suis chef de projet chez Énergie Partagée. Qu'est-ce que c'est Énergie Partagée? C'est une structure nationale qui vise à promouvoir l'énergie citoyenne.
ce qu'on appelle l'énergie citoyenne, et à favoriser l'investissement citoyen en permettant à des particuliers comme vous et moi, comme William, comme Célia, en leur permettant d'investir leurs économies dans des projets d'énergie renouvelable qui respectent une certaine charte et qu'on considère citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un projet citoyen? On appelle un projet citoyen un projet de production d'énergie renouvelable dont le capital est majoritairement détenu par un financement collectif et dont le pilotage et la gouvernance sont assurés par des acteurs locaux. Par l'acteur locaux, on entend des particuliers, mais également des collectivités, des entreprises, et qui ont à cœur l'intérêt du territoire et de ses habitants. Des exemples dans les Pays de Loire, pour ce qui nous concerne ce soir, c'est par exemple la toiture solaire du nouveau mine qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps à Nantes, ou juste à côté. C'est des parcs éoliens, par exemple dans le nord du 44, à Sévérac, à Vessac, ou dans le Maine-et-Loire, dans une région que je connais plus, dans les Mauges, autour de Chemillé, des parcs éoliens qui sont aussi à financement majoritairement citoyen et local. Il y en a beaucoup d'autres, puisque dans les Pays de Loire, c'est environ 25 projets en production qui sont selon ce modèle. Et en tout, c'est 90 projets dans les Pays de Loire, si on compte ceux qui sont en émergence et en développement. Au total, ça représente 5000 investisseurs dans les Pays de Loire, 5000 citoyens dans les Pays de Loire qui participent à cette production d'énergie renouvelable, soit en étant directement parmi les citoyens dans un projet local près de chez eux, ou bien via énergie partagée. Et enfin, pour en finir avec les chiffres, et après j'arrête de vous embêter, notre objectif chez Énergie Partagée, c'est d'atteindre environ 15% c'est d'atteindre le niveau où 15% des projets seraient à gouvernance citoyenne et territoriale, donc en incluant les collectivités, pour la production de l'énergie. Et je tiens à rappeler, tu avais parlé de la Convention citoyenne pour le climat, William, ça fait partie, il y a une proposition de la Convention citoyenne pour le climat dans la rubrique produire l'énergie, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui concerne justement, produire et travailler, qui concerne les projets citoyens. Moi, mon but ce soir, c'est de jouer mon rôle de témoin local, en étant témoin de ces projets citoyens comme un accélérateur de la transition énergétique. Donc pas seulement sur la production d'énergie, mais aussi de tous les chantiers qui nous attendent et qui ont été cités précédemment par Julie et Célia, la rénovation thermique, la sobriété, les changements d'usage, etc. C'est vous montrer que c'est un modèle qui marche, qui permet de redonner du pouvoir aux citoyens dans un domaine dont ils ont été assez éloignés pendant longtemps, et donc qui participe au débat sur l'énergie et aussi à la démocratie sur un sujet systémique et de société. Pour finir, je vous livrerai donc de trois grands avantages à ces projets et trois grands apports de ces projets dits citoyens. C'est les retombées économiques locales et le fait qu'ils participent au développement du territoire. On considère que ça profite au moins 2 fois plus au territoire, un projet d'énergie renouvelable locale par rapport à un projet classique. C'est également l'acceptabilité et l'appropriation par les citoyens des enjeux environnementaux des ENR. Et puis enfin, peut-être pour ce qui nous intéresse un peu plus ce soir, un des grands apports de ces projets-là, c'est qu'ils apportent les sujets énergie-climat dans le débat public via différents formats sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Et donc, si je reviens sur le quiz de tout à l'heure d'introduction, on peut faire en sorte que tous les citoyens connaissent mieux le prix de l'énergie, l'origine de l'énergie, comment est-ce qu'on sa rareté et comment on la produit, je pense qu'on aura fait un grand pas dans l'appropriation par tout le monde des sujets d'énergie et donc dans l'acceptabilité et l'acceptation des mesures qu'on doit prendre. Très bien. Merci à tous les trois. Je ferai juste un petit mot de conclusion pour dire que dans tout ce que vous avez dit, il y a énormément de mesures qui, dans la possibilité de pouvoir développer notamment le plan massif de la rénovation des logements, d'adapter le territoire au changement et aux risques, donner la possibilité de créer beaucoup plus de liens entre nous, par exemple en investissant ensemble via les collectifs citoyens dans la production d'énergie renouvelable.
développer de l'emploi. Il y a énormément de choses. Sans plus attendre, je propose qu'on prenne une première série de questions. Si vous le souhaitez, les personnes qui participent dans Zoom, vous pouvez aussi poser vos questions à l'oral. Je peux vous donner la parole, il faut le demander. J'ai donc ici une première question de Baptiste sur Zoom. L'alimentation représente 25% de l'empreinte climat de la France, dont 70% dû aux produits animaux, confère les sources apparemment du Shift Project. Nous n'atteindrons pas les objectifs de la COP21 sans traiter de ce sujet au même niveau que l'énergie et le transport. Alors, du coup, pourquoi la question des régimes alimentaires, notamment dans les cantines, n'est-elle pas du coup évoquée ce soir? Est-ce que c'est un sujet que vous pouvez détailler? Je me tourne là vers Julie ou Célia. Vas-y, Célia, si tu... Merci. Ouais, c'est un sujet qui est très, très important et qui nous tient tout particulièrement à cœur à la Fondation Nicolas Hulot, parce qu'en fait, on a un programme qui s'appelle Mon Resto Responsable et qui travaille spécifiquement sur la durabilité de la restauration collective, puisque c'est un levier d'action majeur à la fois pour relocaliser la production agricole, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer l'agriculture bio, etc., etc. Simplement, on n'en a pas parlé ce soir parce qu'on avait voulu faire un focus plus spécifique sur les questions d'énergie et puis de résilience. Je crois aussi qu'il y aura un atelier dédié à l'agriculture et à l'alimentation, ou qu'il y en aura un, voilà. Donc, ça sera l'occasion de revenir sur cette question, mais vous avez raison, c'est absolument fondamental. Et notamment dans la commande publique, il y a un rôle des régions à jouer, puisque toutes les cantines collectives des acteurs, des administrations régionales devraient pouvoir passer à une telle restauration collective durable. Julie, un petit élément de réponse complémentaire? Oui, Célia l'a rappelé. Moi, j'avais, au moment où je travaillais à la région, notamment pris comme base le scénario virage énergie-climat qui expliquait très bien le virage qu'il y avait. Et un élément confortant de changement, c'est que l'alimentation est le domaine dans lequel on a observé le plus rapide changement en termes de consommation. Donc, c'est aussi un vrai levier de ce point de vue-là. Juste un petit bémol, c'est-à-dire que oui, il faut diminuer la part de la viande dans la part carnée, puisque c'est écrit aussi dans la question. Mais pour autant, je vois sur le territoire de la métropole, mais plus largement dans la région, on a beaucoup de zones humides et l'introduction de l'élevage avec des races locales est absolument essentielle pour maintenir un bocage humide et préserver la biodiversité. Donc attention à ne pas tout brosser sous le même panier. Oui, il faut diminuer notre consommation de viande, mais il faut choisir mieux la viande qu'on consomme, en consommer moins, mais en consommer mieux. Très bien, merci. Une question, là encore, sur Zoom de Eric. Est-ce qu'il n'y a pas un goulet d'étranglement au niveau de la main-d'œuvre qualifiée pour les travaux de diagnostic et de rénovation? Est-ce que l'on a 12 000 personnes dans les Pays de la Loire qui veulent se former, accéder à ces métiers du bâtiment, souvent difficiles? Il y a une deuxième question dans la question. Combien de temps pour monter les filières de formation et former les volontaires? Pourquoi cela n'a-t-il pas encore été fait alors que l'on parle de rénovation depuis de nombreuses années? Quels sont les freins? Ça, je pense que je te passe la parole, Célia, si tu veux. Oui, vous avez raison. Il y a une difficulté sur les prochaines années, mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant, et notamment commencer par ce qui est le plus facile, c'est-à-dire la rénovation du parc public, puisque là, il y a de la commande publique, et profiter de cette vague de rénovation du parc public pour former massivement les professionnels. Donc, il y a à peu près 70 000 professionnels du BTP dans la région. Donc on l'a dit, il y a de nouveaux besoins d'emplois supplémentaires. Mais déjà, former ceux qui existent, ça permettrait d'absorber une partie de la demande pour pouvoir être en capacité de dérouler plus massivement, notamment au niveau des logements individuels, des maisons, à partir, donc d'ici 2 ans. Alors, on a un gros regret, malgré tout, qui est que le plan de relance aurait pu servir à faire ça, que ce soit le plan de relance national ou le plan de relance régional.
Il y a eu quelques éléments dans ce sens-là, mais pas du tout à la hauteur des besoins, d'où l'importance d'améliorer les choses dès l'année prochaine. C'est vraiment un besoin de transformation de la façon dont la profession conçoit la rénovation. Ce qu'il faut viser, c'est la rénovation globale des logements pour pouvoir faire des bons en termes de gains d'énergie. Et pour ça, les professionnels ne sont pas encore très bien outillés. Très bien, très bien. J'ai une question de Mathieu dans Zoom. Et je m'adresserai du coup à Raphaël. Est-ce que la région Pays de la Loire investit elle-même dans des projets ENR citoyens? Bonsoir, merci pour la question. Aujourd'hui, je pense qu'on entend par là le rôle de la région en tant que conseil régional. Aujourd'hui, le conseil régional participe à ce mouvement-là en finançant un réseau régional, en particulier un qui s'appelle Énergie citoyenne en Pays de Loire, qui consiste à accompagner, qui fait de l'accompagnement, de la sensibilisation et de la formation à des collectifs citoyens. Il faut savoir que voilà, il y a plusieurs obstacles devant nous, mais il y en a un, c'est déjà la connaissance du fait que ça existe. Selon une étude à paraître bientôt, il y a 88% des Français qui ignorent complètement qu'ils peuvent prendre une place, même en financement participatif, en crowdfunding, dans les parcs d'énergie renouvelable. Donc, on a un gros travail à faire en termes de sensibilisation. Et ensuite, on a aussi un travail à faire, évidemment, en termes de formation, parce que c'est quand même des sujets qui sont techniques d'un point de vue financement ou d'un point de vue purement technique de production d'électricité. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en effet, on a besoin d'un réseau qui nous aide. Chez Énergie Partagée, on est régionalisé. Et donc, aujourd'hui, oui, la région participe à ce réseau-là. En revanche, mes connaissances, elle n'investit pas directement dans les projets. Bien, merci. Comme pourrait le faire, par exemple, l'ADEME sur certaines technologies plus innovantes. Parfait. J'ai une question sur Facebook de Michel. Du coup, quelle formation adulte imaginer pour venir combler les besoins des emplois à visée de transition écologique? Avec quels moyens? Là, je laisse la question ouverte aux trois. Qui voudrait répondre? Moi, je peux peut-être compléter sur la formation professionnelle. En fait, c'est toute la question des emplois qui vont disparaître avec la transition et ne pas laisser celles et ceux qui travaillent dans ces industries qui sont polluantes, puisqu'on leur inflige un peu une double peine. C'est-à-dire que d'une part, on leur dit qu'ils sont responsables quelque part de la dégradation climatique et en plus, on va leur couper de leur emploi en fermant leur industrie qui est aujourd'hui polluante. On peut aujourd'hui prévoir un certain nombre d'activités qu'il faut cesser, par exemple de l'énergie à partir du charbon. On sait que ces centrales-là, elles doivent fermer et on le savait avant. Et donc, c'est ne pas laisser la décision de la fermeture avec un mouvement social, mais plutôt prendre soin des compétences qu'ont acquis ces personnes qui travaillent dans ces industries-là et qui peuvent très bien, par exemple, manager et gérer un réseau de chaleur local à partir d'énergie renouvelable. Donc, je pense que beaucoup est dû à une absence de prospective et donc il y a une nécessité. Dans les scénarios, on les connaît, on sait ce qu'il y a à faire et c'est donc d'investir massivement pour créer ces ponts entre le monde d'avant et le monde d'après. Ça se prépare de manière, c'est pour ça qu'on parle de transition et pas de rupture écologique parce que d'une part, on voit que ça ne serait pas accepté et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup opposé l'écologie au social, c'est parce qu'on a toujours pointé du doigt en fait l'écologie en disant que ça allait terminer des emplois ou mettre fin à des activités. Pour autant, on voit qu'il y a beaucoup d'activités qui doivent être créées, on manque de main-d'œuvre. L'exemple de la rénovation qui a été, la filière de l'éco-construction a été citée, mais moi je prends un autre exemple, c'est par exemple pour la question des vélos, on voit avec le Covid, l'urbanisme tactique, l'explosion et la nécessaire explosion du vélo dans nos villes. Pour autant, pour parler de la métropole nantaise, on n'a pas de formation pour la réparation des vélos et tous les réparateurs et les vélocistes sont complètement remplis
notamment avec les aides de l'État, mais déjà avant, ils avaient un planning très chargé pour réparer son vélo. Faut s'y prendre à l'avance. Et c'est pas toujours pratique quand on a crevé ou qu'on a un problème plus grave avec son vélo. La première formation dans la région, c'est au Mans, ce qui n'est pas forcément adapté aux besoins. Donc, on voit bien qu'on peut, je vous prends cet exemple-là, mais on peut en prendre à peu près dans tous les domaines de compétences, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'agriculture aussi. Et donc, c'est comment on anticipe ces mutations, comment on fait des gestions prévisionnelles d'emploi et de compétences. Il y a un certain nombre de syndicats qui ont travaillé là-dessus aussi. Et du coup, comment on a une vision prospective de quel développement économique, quelle activité. Et il y a pas mal de dirigeants, notamment les dirigeants responsables de l'Ouest, qui travaillent déjà sur ces mutations à venir. Et donc, il faut, et là, la région a une compétence et un levier majeur. Ça avait été amorcé sous la précédente majorité, pas celle qui est là actuellement, mais notamment par Jean-Philippe Magnin en tant que vice-président à la formation professionnelle. Là, on a un levier absolument majeur et une responsabilité majeure aussi dans la transition justement qu'on appelle de nos voeux pour qu'elle soit équilibrée et juste aussi et qu'elle crée aussi du sens parce qu'on voit aussi que plus en plus de personnes veulent avoir du sens dans leur métier et c'est là aussi ce qu'on peut offrir à travers des reconversions professionnelles et de la formation. Très bien. Je propose que je prenne 2 questions et puis après, je vous donnerai une dernière fois la parole pour une question commune à tous les 3. Une question de Claudie. La sensibilisation sur toutes les économies d'énergie en transversalité est en amont nécessaire pour avancer sur la problématique énergie et climat. Qui doit porter et comment pour en voir des effets positifs? Raphaël. Je suis navré. Peux-tu répéter le début de la question, Julien? Ça a été chez moi. Alors, j'ai la sensibilisation sur toutes les économies d'énergie en transversalité est en amont nécessaire pour avancer sur la problématique énergie et climat. Qui doit le porter et comment fait-on pour en voir des effets positifs? Ok. Tout d'abord, je rejoins le constat. En effet, il y a besoin de beaucoup de sensibilisation. Ce que ça veut dire, si on fait tous les chantiers qui nous attendent et qui ont été présentés, ça veut dire quand même des changements radicaux. Et donc, il faut être prêt à les accepter de la part de la population. De mon point de vue, en tout cas en ce qui concerne les projets citoyens, on pense qu'une des pistes pour ça, c'est de favoriser, c'est de s'appuyer sur ce que l'Europe appelle les communautés énergétiques locales, ou ce que nous on appelle les collectifs citoyens, qui sont des groupes dans lesquels les retombées des projets d'énergie renouvelable peuvent participer d'une part à la sensibilisation et puis d'autre part à d'autres actions sur les économies d'énergie, sur des diagnostics du bâtiment, des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, la région, le rôle que peut avoir la région, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi participer à l'émergence et de ces communautés locales qui sont, nous, on pense, le meilleur des terreaux, parce que c'est des terreaux à petite taille et le très local où les gens se connaissent et qui sont les meilleurs endroits pour faire cette sensibilisation. Très bien. Beaucoup questions. Question de Yannick. Alors, je ne vois pas le point d'interrogation, mais on va peut-être en trouver. Beaucoup de gros projets de méthanisation en Pays de la Loire. Qu'en pensez vis-à-vis d'une production agricole spécifique pour alimenter ces méthaniseurs? Que quelqu'un Alors, je vais avoir émergé une question, mais quelqu'un veut réagir sur ce fait? Je pense que Raphaël va pouvoir le faire, mais juste pour dire que pour nous, c'est quand même une assez grande catastrophe dans la mesure où les 2 projets de méga méthaniseurs se trouvent au nord et au sud de la métropole, pour parler, et que ça va engendrer, ça va absorber en fait toutes les matières organiques qui pourraient être nécessaires, soit pour du compostage, soit pour des projets territoriaux.
Et on a toujours été opposé à une fuite en avant de l'agriculture, c'est-à-dire que les agriculteurs ne vivent plus du métier premier qui est de produire de l'alimentation, mais de produire de l'énergie. Même si on peut combiner les deux, la fuite en avant avec des investissements lourds qui ne sont pas faciles à porter et du coup une nécessité d'augmenter la productivité, donc une fuite en avant nous paraît pas d'un point de vue très soutenable. Et puis, on ne peut pas mettre en conflit la production d'énergie et la production alimentaire. Et donc, de ce point de vue-là, ces énormes projets où il faut des digestats et des cultures dédiées pour la méthanisation ne sont pas cohérentes avec une politique énergétique renouvelable et de sobriété. Voilà. Très bien, donc ça fait beaucoup de questions. J'ai reçu une salve là à la fin. Je pense que ce qu'il est prévu de faire, donc, c'est de vous envoyer les questions et de pouvoir répondre aux personnes qui ont posé ces questions-là. Je peux quand même répondre un tout petit peu très rapidement, et j'ai pas la prétention d'être un expert sur le sujet. On peut considérer la méthanisation comme une source d'énergie renouvelable. Dans ce que tu dis, Julie, ça n'a pas l'air de transparaître, mais on peut considérer ça comme une source de production renouvelable, à condition évidemment de respecter certains critères. Chez Énergie Partagée, on a une charte assez stricte là-dessus, et on participe au financement de tels projets. Faut savoir aussi que l'utilisation des terres agricoles pour la méthanisation est très encadrée par la loi, et il y a même des collectivités locales qui réduisent encore plus ces restrictions. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi dans ce débat. C'est très technique, c'est très compliqué, et c'est aussi lié de très près à l'activité agricole. Et c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait peut-être qu'on fasse complètement toute une soirée là-dessus, parce qu'il est très complexe. Mais je confirme qu'on peut bien considérer la méthanisation comme une source renouvelable si elle est faite dans les conditions qui existent. Très bien, merci pour ce complément. Du coup, comme des personnes ici sont habituées aux ateliers, il y a une question qu'on pose à nos témoins à la fin de chaque atelier. Et du coup, je voudrais vous la poser à tous les trois ce soir. Demain, si vous étiez vice-présidente ou vice-président en charge des questions climatiques de la région Pays de la Loire, ou alors son conseiller spécial, quelle serait votre première mesure? Je souhaite donner la parole à Célia en premier. Écoutez, je pense que je l'ai dit, la mesure qui me semble la plus urgente, c'est d'une part de mettre en place un service public de la rénovation énergétique qui soit disponible pour l'ensemble des habitants du territoire et pas simplement dans les centres urbains, et donc avec des aides accrues. Et d'autre part, de mettre en place ce fameux plan de formation des professionnels du bâtiment pour être en capacité de dérouler ces rénovations énergétiques très rapidement et ne pas avoir ce goulet d'étranglement dont nous parlions tout à l'heure. Merci Célia. Raphaël, une mesure? Oui, alors je ne sens pas particulièrement concerné par l'hypothèse si j'étais vice-président. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas forcément qu'une question d'être élu ou d'être aux responsabilités en termes politiques et d'être à la tête de la région. Je veux juste rappeler que les citoyens n'ont pas attendu les pouvoirs publics il y a 10 ans, voire un peu plus, pour se mettre en collectif, pour investir et pour prendre en main le sujet de l'énergie. Donc je voulais dire, voilà, c'est pas seulement un sujet purement politique. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces citoyens il y a 10 ans, aujourd'hui, on n'en parlerait pas forcément ce soir. Et dans le SRADET et dans les objectifs régionaux de production d'énergie, on pourrait reposer ça quasiment exclusivement sur des entreprises privées dont beaucoup sont soit étrangères ou ont des intérêts dans le fossile. Et ce serait regrettable de se passer de toute l'énergie des citoyens. Je voulais juste dire ça en aparté. Ensuite, pour répondre quand même à ta question, on peut quand même se mobiliser aujourd'hui. On peut participer aux enquêtes publiques, en particulier sur celle du SRADET, sur les projets de l'énergie citoyen, et on peut sensibiliser les élus locaux dans nos réseaux à la question du citoyen. Et puis si j'étais vice-président de la région, je pense qu'une des premières choses à faire, ce serait de définir pour la région
non seulement des objectifs en termes d'énergie renouvelable, mais surtout d'énergie renouvelable citoyenne, avec des objectifs clairs et puis des moyens ensuite pour les atteindre, en particulier en termes de sensibilisation et de formation. Merci Raphaël, merci beaucoup. Julie, à toi. Et alors Célia m'a piqué les deux mesures, parce que franchement, là, un plan massif sans ampleur, un plan d'investissement inédit dans la rénovation me paraît absolument essentiel pour gagner la bataille du climat. Et puis un plan de formation professionnelle plus large que le BTP aussi. Mais puisque ça n'a pas été évoqué, c'est aussi une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que la réhabilitation de toutes les lignes et les petites lignes notamment de transport et de TER me semble assez essentiel aussi. Le train de nuit aussi qui a disparu et qui revient un peu pour lutter, qu'on a réussi à obtenir le fait qu'on n'ait pas un nouvel aéroport qui bétonne des zones humides. De fait, il faut réhabiliter le train sur lequel on n'a pas assez misé, et notamment le TER du quotidien, ça se fait ailleurs, pour faciliter les déplacements quotidiens, pour pouvoir se passer de la voiture et ne pas connaître du coup le prix du gasoil. Très bien. Merci, un grand merci vraiment à toutes et tous pour votre participation. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir parler une bonne demi-heure avec chacun d'entre vous, et je pense qu'on pourrait parler comme ça des heures et des heures. On a même dépassé d'une bonne dizaine de minutes. Merci d'ailleurs d'être resté un peu plus longtemps. À vous trois et à vous tous. Donc cet atelier, je tiens à préciser, qui sera disponible en replay sur YouTube et sur SoundCloud très prochainement. Si on a manqué de temps pour répondre à toutes vos questions, vous souhaitez les réponses, on en a noté beaucoup. On va essayer, si on a vos coordonnées, de pouvoir les retransférer. N'hésitez pas à faire suivre en commentaire votre adresse email pour que les équipes et les intervenants puissent y répondre en nous écrivant directement à l'adresse contact@pdl2021.fr. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, je le répète aussi, n'hésitez pas à signer l'appel dont le lien est disponible en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Et comme je le dis souvent, votez climat.